Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo du débunker. Je vais vous parler du thème qui rassemble probablement le plus de théories du complot au monde. Je parlais des attentats du 11 septembre 2001. Plus spécifiquement ici, il va s'agir de la théorie selon laquelle les tours du World Trade Center ont été sabotées et détruites par démolition contrôlée, donc autrement dit par des explosifs. Alors parmi les nombreuses vidéos qui affirment ça, j'en ai choisi une particulièrement mauvaise, qui va me permettre de vous expliquer pourquoi l'hypothèse de la démolition contrôlée, elle est vraiment pas très crédible, et puis elle n'est pas du tout prouvée. Et puis cette vidéo illustre également le genre de procédé qu'on va retrouver dans quantité d'autres vidéos de théorie du complot, donc à savoir balancer des affirmations péremptoires, notamment détenir des preuves, alors que en l'occurrence c'est pas du tout le cas. Alors la vidéo que j'ai choisi de démonter ici, cette vidéo s'intitule «Les images censurées du 11 septembre». Je vous en donne le lien dans les notes juste sous la vidéo. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que je mets également dans ces notes les liens qui permettent de détailler ce que je raconte dans la vidéo, afin que vous puissiez vérifier par vous-même que c'est pas moi qui l'invente. Et donc pour en revenir à cette vidéo, donc elle est intéressante au moins pour deux aspects. Donc d'une part parce qu'elle prétend que les tours ont été démolies par démolition contrôlée, donc ça va permettre de regarder ce que c'est que cette théorie, d'une part, et puis également elle prétend aussi détenir des preuves. Donc là aussi, on va voir exactement, par un exemple, ce que c'est exactement que ces preuves, et surtout comment vérifier si ça tient à peu près la route ou si c'est du grand n'importe quoi. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir les images de ces fabuleuses révélations choc. Alors au bout des 3 premières secondes, on s'arrête parce qu'on a une affirmation, donc on va juste regarder pour voir si ça tient la route ou pas. Donc première partie de sa phrase, une vidéo diffusée par l'administration Obama, bon ok. Donc allez dans votre moteur de recherche et puis tapez simplement administration Obama, et comme ça vous allez voir ce que ça recouvre. Donc en gros c'est le président, son vice-président, son gouvernement, donc qui est fait de secrétaire d'État aux États-Unis. Il a des conseillers, un porte-parole, et puis il nomme aussi certains hauts fonctionnaires, comme par exemple le directeur de la CIA. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder ce que c'est que la vidéo, d'où vient-elle et qu'est-ce que c'est exactement. Donc pareil, dans le moteur de recherche, tapez hélicoptère 911 NYPD pour New York Police Department, et là vous allez tomber sur différents liens qui vous expliquent simplement que effectivement la vidéo a été prise depuis un des hélicoptères de la police new-yorkaise le 11 septembre. Effectivement, donc ces hélicoptères ont essayé de sauver des gens qui auraient pu se réfugier sur les toits des tours jumelles. Bon, en l'occurrence, ils n'ont pas pu se poser, et de toute façon, il n'y avait personne sur les toits. Donc voilà le contexte dans lequel la vidéo a été prise. Donc ensuite, elle a été transmise au NIST, donc NIST en français, qui est une agence fédérale qui a mené l'enquête sur les attentats du 11 septembre. Voilà. Alors, il se trouve qu'aux États-Unis, il y a justement une loi constitutionnelle qui s'appelle le Freedom of Information Act, qui stipule que n'importe qui peut demander à ce qu'une agence fédérale divulgue les informations qu'elle détient. Donc on est complètement dans ce cas de figure ici, et c'est pour ça que la vidéo a donc été diffusée. C'est juste l'application de cette loi, et ça signifie donc que l'administration Obama n'y est strictement pour rien. Donc déjà ça part mal, parce que première affirmation, première erreur. Alors maintenant on regarde la seconde partie de sa phrase, donc confirme définitivement. Alors, le mot définitif est complètement abusif, parce que ça suggère que vous regardez ça, et puis donc voilà, c'est plié, débat clos. Force est de constater que c'est pas le cas, parce que pratiquement 15 ans après les faits, la thèse officielle est toujours debout, elle n'a jamais été invalidée par aucune des théories du complot qui gravitent sur le net. Donc c'est complètement abusif de prétendre que cette vidéo-ci va l'invalider. Et clairement c'est pas le cas. Alors surtout derrière, on continue, confirme définitivement quoi? Eh bien confirme la complicité des élites. Donc là on a une accusation super vague, parce que le mot élite c'est un mot valise dans lequel on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc faut-il comprendre qu'il accuse Bush directement? Est-ce que c'est son gouvernement? Est-ce que c'est plus large les politiques en général? Donc aux États-Unis ça veut dire les républicains ou les démocrates, donc est-ce qu'ils sont tous pourris? On ne sait pas. Est-ce que c'est d'autres élites? Donc ça pourrait être, je sais pas, les élites de la finance, l'industrie, l'armée, les intellectuels, donc voilà, on ne sait pas du tout, c'est boum, une accusation bien globale qui vise tout le monde, et donc au final, personne. Bref, voilà. Donc au bout de 3 secondes déjà, on a une erreur et une accusation plus vague que sa tumeur, ce qui donne déjà une première idée du sérieux du gars qui a posté la vidéo. Donc on va continuer pour voir ce qu'elle nous réserve cette vidéo. Donc
Donc super, donc là le gars se contredit lui-même, puisque quelques secondes auparavant il nous disait que la vidéo avait été diffusée par l'administration Obama. Bon, on a vu que c'était pas vrai donc. Donc là ce qu'il nous dit maintenant bah, c'est imprécis, mais c'est faux aussi. Donc la vidéo n'a pas été divulguée en vertu des lois, mais d'une loi, donc celle que j'ai rappelée, donc la Freedom of Information Act, et point barre. Donc c'est pas la peine de citer toute la Constitution des États-Unis, donc c'est juste cette loi-là. Ensuite, contrairement à ce qu'il dit, donc cette loi n'oblige pas l'administration, mais les agences fédérales. Donc le NIST ne fait pas partie de l'administration Obama. Pour prendre un exemple, c'est comme s'il disait qu'en France, la sécurité sociale faisait partie du gouvernement. Voilà, c'est aussi faux. On est bien d'accord que c'est du secteur public tous les deux, l'agence fédérale comme l'administration Obama, mais ce sont deux choses complètement différentes. Donc les mots ont un sens et lui il mélange tout, quoi. Alors j'en profite pour vous dire que je vous mets donc le lien wiki vers cette loi en note. Donc là, du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? On voit bien qu'on a un gros amalgame, et on sent bien que le gars, il ne sait juste pas de quoi il parle, hein, puisqu'il mélange tout. Voilà. Donc maintenant, bah, roulement de tambour, voilà donc les révélations chocs qu'il a à nous faire, et qui sont censées prouver le complot des élites, hein, tout ça, tout ça. Alors les voilà donc, ces fameuses preuves censées démontrer la complicité des élites et la démolition contrôlée. Donc là ça tourne à la farce, parce que toute son argumentation repose uniquement sur le fait que dans la vidéo qu'il nous présente, on ne voit pas l'effondrement des tours jumelles. Alors ça c'est ridicule, pourquoi? Parce que justement la vidéo qu'il nous montre ne comporte que des extraits de la vidéo diffusée par le NIST, parce qu'en fait dans son intégralité elle dure plus de 17 minutes. Alors, elle n'était pas destinée à être diffusée au grand public à l'origine, mais il se trouve que bah, c'est le cas, elle était diffusée sur Internet et notamment sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous en donne le lien dans les notes, mais comme ça vous pourrez aller voir par vous-même, la visionner, hein, et vous constaterez que bah, non, il ne manque rien, il n'y a pas de censure. Alors, comme preuve de ce que je dis, je fais juste après ça un copier-coller des séquences que lui prétend censurer hein, par les élites, et qui correspondent justement à ce qu'on voit au moment où les tours s'effondrent. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que ça illustre bien ce qu'on retrouvera dans pas mal de vidéos de théorie du complot. Le gars n'est clairement pas là pour rechercher la vérité, mais juste pour prendre les éléments qui l'arrangent, pour étayer ce qu'il croit ou veut nous faire croire, et en oubliant opportunément tout le reste. Donc voilà, c'est comment exploiter un micro-détail pour invalider, pour prendre prétexte pour invalider tout le reste. Alors ici ça se traduit de manière simple. On peut se poser la question, comment se fait-il que le gars se focalise uniquement sur la vidéo raccourcie et ne parle pas du tout de la vidéo complète? Il est bien évident que la vidéo complète invalide complètement ce qu'il raconte. Alors, il n'y a que deux possibilités, hein. Soit il connaît l'existence de la vidéo complète, et donc là, bah, c'est de la malhonnêteté et de la mauvaise foi, tout simplement, parce que lui, il veut juste utiliser la vidéo tronquée pour monter son flanc tout en sachant que c'est faux. Soit alors, et c'est presque aussi grave, il connaît pas la vidéo complète, et donc ça veut dire que du coup il a pris la première vidéo qui passait et il a fait zéro vérification. Donc, ce qui veut dire que c'est complètement superficiel et ridicule. Alors on retrouvera fréquemment ce parti pris hein, chez les complotistes, donc à ne voir que ce qui les arrange. Bon ici dans cet exemple c'est très bourrin et super mal ficelé, donc c'est facile à démonter, mais ce sera pas toujours le cas, parfois c'est beaucoup plus pernicieux. Alors en tout cas, après avoir dit ça, donc voici donc les fameuses séquences qu'un audio complot des élites veut d'après lui nous cacher. Steve, any luck? Your cell service is out, so let me try my house. The tower is down. Be advised, all power is down. All personnel be advised.
Alors concernant l'effondrement de la première tour, mais on voit que le caméraman ne pointait plus sa caméra sur les tours et filmait ses chaussures. Donc on peut penser qu'il a été pris de court, parce que l'effondrement a été aussi soudain que rapide, ça a duré un peu plus d'une dizaine de secondes. Donc bon, bah, il n'a pas le réflexe de pointer sa caméra dessus, et du coup bah, on voit ses chaussures. Alors on peut penser qu'il est pris de sidération, qu'il reste scotché d'horreur, et ça expliquerait pourquoi justement il n'a pas ce réflexe. Alors, concernant l'effondrement de la seconde tour, bah là on la voit, même si on a l'impression qu'il y a une coupure. Bon, cela dit, avant de crier au complot, on peut peut-être juste se demander bah, qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Donc en l'occurrence, bon, bah, l'hélicoptère s'est posé, il est sur les berges de l'Hudson, donc assez loin en fait des tours du World Trade Center. Et donc on peut se demander à cette distance qu'est-ce qu'on peut cacher, enfin qu'est-ce qu'on pourrait voir à cette distance qui mérite d'être caché, surtout que lors de l'effondrement de la seconde tour, mais il est 10h28, donc pas loin de 2 heures après le choc du premier avion kamikaze, et dans le laps de temps bien sûr, quantité d'équipes de journalistes ont accouru pour couvrir l'événement, et on connaît donc des vidéos, aussi bien prises par les journalistes que par des particuliers, prises de bien plus près, que cette vidéo prise par la police de New York depuis les berges de l'Hudson. Donc du coup, quel serait l'intérêt de censurer cette vidéo lointaine alors qu'il existe à côté de ça quantité de vidéos prises depuis bien plus près qui montrent justement cet effondrement. Donc pour moi, clairement, ça n'a pas de sens. Et donc l'accusation de censure ne tient pas du tout, ni pour la première tour, ni pour la deuxième. Ok, alors bon, l'idée selon laquelle les tours ont été détruites par démolition contrôlée, c'est une idée assez répandue parmi les théories du complot sur le 11 septembre. Et donc le gars s'appuie sur ce que dit le collectif Reopen 9/11. Alors, première question, bien sûr, c'est qu'est-ce que c'est que ce collectif Reopen 9/11 ? Alors attention, là il y a un petit piège quand on va regarder dans Internet. Il y a pratiquement que eux-mêmes qui parlent d'eux. Donc si vous faites une recherche internet, par exemple Wikipédia Reopen 9/11, vous allez tomber non pas sur une véritable page wiki, mais sur leur propre page mise en forme façon Wikipédia, alors que ça n'en est pas du tout. Alors c'est trompeur, pourquoi ? Parce que en gros c'est une page de pub, c'est eux qui s'expriment, et c'est pas du tout contradictoire, c'est pas contributif, donc c'est pas modéré, et donc voilà, c'est que de la pub. Bon, cela dit, ça permet quand même de voir que c'est un collectif qui existe depuis 2006, et dont le but, il est inclus dans le nom, c'est faire ouvrir l'enquête sur les attentats du 11 septembre. Ok, donc que faut-il pour ouvrir une enquête aux États-Unis ? C'est à peu près comme en France en fait. Il faut produire de nouveaux éléments qui n'ont pas déjà été pris en compte dans l'enquête. Alors une fois qu'on sait ça, on comprend que ça fait maintenant 10 ans que cette assoce existe, et donc depuis 10 ans, elle échoue dans cette mission, puisque à ce jour, l'enquête sur les attentats du World Trade Center n'a jamais été réouverte. On peut envisager deux cas, soit Reopen fournit des éléments qui sont probants et suffisants pour permettre à la justice de rouvrir l'enquête, mais la justice fait obstruction et ne veut pas le faire. Bon. On peut penser que si c'était ça, ça ferait un petit peu de buzz par rapport à ce déni de justice, et voilà quoi. On peut penser que Reopen ferait ce qu'il faut et ce serait médiatisé, et on entendra donc parler d'une tentative d'étouffer l'affaire. Bon, c'est pas tellement le cas, enfin c'est même pas du tout le cas en fait. Donc du coup la deuxième hypothèse, c'est la plus évidente, c'est que tout simplement, depuis 10 ans, Reopen n'a jamais été capable de fournir le moindre élément suffisant pour permettre la réouverture de cette enquête. Voilà. Donc c'est intéressant de le savoir, parce que du coup ça donne un éclairage donc, sur la qualité de ce que peut dire Reopen. Alors on ne sait jamais, peut-être que demain ils vont trouver effectivement une véritable preuve et que tout ça va changer, mais bon, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Donc ce qui veut dire que, en gros, tout ce que dit Reopen pour l'instant, en tout cas, enfin, pas dire que c'est bidon, mais en tout cas ça ne permet pas de réouvrir l'enquête. Voilà. Donc ça c'est juste un constat factuel, et sachant ça, du coup, on va pouvoir regarder la suite de ce qu'on nous dit. Ok, donc faut pas s'attendre à des révélations miraculeuses, parce que encore une fois, si Reopen avait une preuve, ça serait un petit peu, l'enquête serait réouverte, voilà, mais c'est pas le cas. Alors le gars de la vidéo prend ici pour étayer sa thèse les explications de David Chandler. Donc bien sûr la question c'est mais qui est David Chandler ? Alors là méfiez-vous quand vous faites votre recherche sur internet, parce que des David Chandler il y en a plein. Donc en fait le bon c'est celui qui est indiqué dans la vidéo, c'est-à-dire que c'est un prof de physique, et en l'occurrence c'est un prof de lycée, donc aux États-Unis. Alors ce qui est amusant de voir c'est qu'il est membre de l'association architectes et ingénieurs, comme si prof c'était pareil qu'architecte ou ingénieur, alors que les jobs n'ont rien à voir.
En termes de compétences, il me semble évident que prof de physique, alors j'ai pas de mépris pour prof ni prof de physique en particulier, mais à mon avis, être prof de physique, c'est apprendre à avoir de la pédagogie, ce genre de choses, avoir un certain bagage de savoir. C'est pas ça qui est suffisant pour tracer des plans, ou c'est pas ça non plus qui est suffisant pour concevoir un bâtiment avec des calculs de structure, ce genre de choses. Et bon, passons. Alors regardons quand même ce qu'il a à nous dire, hein, on sait jamais, bien qu'a priori pour moi ça dépasse largement son domaine de compétences, peut-être que c'est un génie et qu'il va nous faire une brillante démonstration. Que voyez-vous en réalité sur ces images? Il y a une énorme quantité de débris en chute libre, mais sous la couronne de débris, voyez-vous la séquence rapide d'éjection explosive de matériaux? Certains débris ont été éjectés à plus de 160 km/h. Je vais appeler cela des explosions, car il est difficile de trouver d'autres mots pour décrire ce que nous voyons ici. Les explosions ne sont ni isolées ni rares. Elles sont ininterrompues et communes. Elles descendent progressivement le long des façades de l'immeuble au même rythme que les débris en chute. Vous pouvez peut-être imaginer une cause naturelle, mais pas moi. Alors voilà, on vient juste de voir un extrait de son explication, qui est bien plus long que ça, hein. Je vous invite à aller la voir si vous avez envie de rigoler hein, sur la vidéo de notre ami là. Alors par contre, c'est la conservation. Alors c'est la conservation pourquoi? Parce que ce que dit David Chandler, ça repose uniquement sur l'observation d'une vidéo. Alors, bon déjà, donc c'est pas du tout une démonstration, hein, c'est juste son interprétation des images qu'il voit, et donc du coup ça prouve rien du tout, hein, ce n'est que son opinion. Alors ce qui est gênant en plus, c'est qu'il parle d'explosion dans les étages inférieurs, sous-entendu bien sûr démolition contrôlée, donc détonation d'explosifs, sauf qu'à aucun moment il évoque ce qui est pourtant connu et documenté, donc à savoir l'explosion des vitrages due à la compression de l'air à l'intérieur des tours. Alors il faut bien comprendre que les tours étant climatisées, les fenêtres ne s'ouvraient pas, et quand les niveaux supérieurs se sont effondrés, ils ont poussé l'air à l'intérieur de la tour comme le piston d'une seringue. Alors l'air s'est alors engouffré dans les étages immédiatement inférieurs, en passant par les cages d'escalier, voire est arrivé bien plus bas lorsqu'il est passé par le puits des ascenseurs. Et c'est ça qui provoque l'explosion des vitres, et parfois bien plus bas que les étages en train d'être écrasés par l'effondrement de tout. Alors ce qui corrobore ça, c'est par exemple qu'on ne voit aucune flamme dans ces explosions, et de même, on entend bien le fracas du bâtiment, mais par contre on n'entend aucune détonation d'explosifs. Alors je mets à ce sujet un lien wiki en note, comme ça vous pourrez voir que c'est pas une élucubration de ma part, voilà, j'ai rien inventé. Alors petit aparté d'ailleurs, j'en profite, pourquoi des liens wiki? Tout simplement parce que c'est accessible au plus grand nombre, et comme parmi ceux qui croient aux théories du complot, il y a quand même pas mal d'ados et de pré-ados, je me vois mal les envoyer vers de la doc technique en anglais, auquel ils vont rien comprendre. D'abord parce que c'est technique, et ensuite parce que c'est en anglais. Voilà. Donc wiki n'est pas forcément la panacée, hein, on peut y trouver des défauts, mais bon, pour la plupart du temps, c'est suffisant pour étayer ce que je dis, pour dire voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, la preuve, vous pouvez le voir là, par exemple. Et puis, de toute façon, ça sert de base pour approfondir, et rien ne vous empêche d'aller au-delà, et de chercher par vous-même des choses plus professionnelles, voilà, si ça vous intéresse. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Wiki, c'est que c'est contributif, et donc du coup, ça garantit une certaine objectivité et une certaine neutralité aussi. Voilà, donc fin de la petite aparté sur Wiki. Donc je reviens donc à la thèse de la démolition contrôlée. Donc ensuite, ce qui est récurrent chez les complotistes qui défendent l'hypothèse de la démolition contrôlée, c'est justement qu'ils sont rapides pour brailler ça. Mais par contre, ils n'expliquent pas du tout comment cette démolition contrôlée a pu être rendue possible. Alors là, on a quand même une grosse difficulté, parce qu'il faut savoir que les deux tours mesuraient plus de 60 mètres de côté, plus de 100 étages. Voilà. Comment dans ces conditions on a pu placer des charges partout et les relier avec un réseau de fils électriques pour la mise à feu, hein, parce que dans une démolition contrôlée, la mise à feu elle est hyper synchronisée. Donc il y a eu ça, il y aurait eu plein de charges partout, les deux bâtiments auraient été piégés, à l'insu de tout le monde, de tous les occupants, et sans que jamais personne ne trouve rien. Il faut savoir que sur un chantier normal, donc de bien moindre importance, ça demande des semaines déjà à préparer la tour, et ça consiste essentiellement à placer des charges au rez-de-chaussée, pour faire en sorte que quelques charges en étage, ça peut arriver aussi, mais c'est essentiellement au rez-de-chaussée, pour le supprimer et faire en sorte que tout le reste du bâtiment tombe d'un seul coup. Et à peu près proprement, voilà, une question d'équilibre. Donc là, le problème, c'est qu'on nous dit que voilà, ce serait une démolition contrôlée particulière, oui, effectivement, dans le sens où il y aurait beaucoup plus de charges apparemment, puisqu'il y en aurait à tous les étages, ou en tout cas dans plein d'étages, donc beaucoup plus qu'une démolition contrôlée standard, on va dire, et puis en plus, vu la taille du bâtiment, donc ça supposerait donc un très grand nombre de charges. Donc,
Donc encore plus problématique, quoi. Enfin, encore plus de... Non seulement il faut les cacher et que personne ne trouve rien, mais en plus il y en a beaucoup. Donc, difficile. Voilà. Alors en plus, il faut rajouter que dans le cas d'une démolition contrôlée, ça marche pas à tous les coups. Donc parfois le bâtiment s'effondre pas. Donc imaginez l'effet dévastateur d'un complot. Si justement le bâtiment s'effondre pas, et du coup il n'y a qu'à se baisser pour ramasser des preuves, donc le bâtiment a été saboté. La prise de risque, alors la prise de risque, elle est maximale en fait. Dans ce scénario, la prise de risque pour un complot, c'est assez délirant, parce qu'elle est maximale. Donc vous piégez pas une tour mais deux, vous mettez un maximum de charge par rapport à une destruction contrôlée normale. Ok. Il faut tout cacher et que personne ne trouve rien, et surtout il faut que tout pète, parce que si jamais ça marche pas, vous êtes grillé. Donc ça paraît quand même, voilà, quand on additionne tout ça, ça paraît capillotracté. Alors c'est pas fini. Il faut savoir qu'en plus, les charges explosent sans faire de bruit, sans faire de flammes, on ne les voit pas, sans faire de bruit, donc, et puis une fois que c'est explosé et que les tours se sont effondrées, il n'y a pas de résidus, donc on ne retrouve pas de traces d'explosifs. Alors que justement, il y en aurait, d'après ce que nous dit David Chandler, s'il y en a dans plein d'étages, on pourrait s'attendre à en trouver quand même beaucoup plus que dans une démolition contrôlée normale, donc ça pose quand même question aussi, ça, voilà, où sont passées les traces d'explosifs, il n'y en a pas. Alors il faut signaler quand même qu'il y a des gens qui ont prétendu avoir décelé ce qui pourrait être des traces de nanothermite, dans les décombres donc, mais il y a un gros problème, c'est que leur analyse n'a pas du tout observé un protocole rigoureux, et du coup leur conclusion ne valent absolument rien, quoi. C'est complètement controversé, voilà. Bon, de toute façon, la nanothermite n'est pas un explosif, hein. C'est juste une matière qui découpe l'acier en dégageant une forte chaleur, mais elle n'explose pas. Alors je vous donne un lien, YouTube d'une vidéo, alors il y en a plein, mais juste une vidéo pour vous montrer un peu ce que c'est, donc ça dégage une forte flamme, voilà. Donc ça fait pas de bruit, ça fait juste de la flamme. Et pas de souffle non plus, donc pas d'explosion. Alors voilà, donc en fait, les gens qui soutiennent la thèse de la démolition contrôlée, donc du coup, ils s'accrochent à un truc qui est quand même super improbable, avec d'énormes difficultés, pour lequel il n'y a aucune preuve. Alors, l'explication officielle non plus, elle n'est pas prouvée, hein, donc ça c'est une faiblesse, effectivement. Par contre, quelle est-elle? Elle dit que les avions en percutant les tours ont endommagé la structure centrale en acier, hein, donc c'est un mode de construction tout à fait particulier, hein, les tours du World Trade Center, donc qu'on retrouve carrément pas du tout partout. Donc là, c'est-à-dire un bâtiment avec une structure centrale en acier. Donc les avions, faut imaginer des Boeing de plus de 200 tonnes, qui arrivent à 700 km/h. Donc là, notre prof de physique pourra nous aider pour calculer la force en newton de ce que ça représente, donc là c'est colossal. Donc ces avions, au moment du choc, endommagent la structure centrale. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que, comme ils étaient au début de leur vol, ces avions, ils contenaient une grande quantité de kérosène dans leur réservoir, hein, qui se trouve dans les ailes. Donc ce kérosène, au moment du choc, il a explosé, mais il s'est disséminé aussi sur de larges surfaces à l'intérieur des tours. Et donc il a fortement contribué à propager les incendies. Donc ensuite les incendies ont fait leur travail de sape, donc la chaleur générée n'a pas été assez forte pour faire fondre l'acier, mais par contre elle a été suffisante pour affaiblir la résistance mécanique de l'acier jusqu'au point de rupture, donc c'est-à-dire jusqu'au moment où la structure n'a plus pu soutenir le poids des étages supérieurs, d'où l'effondrement, donc avec un effet d'entraînement, un effet domino. Alors ce scénario-là, il est quand même autrement plus plausible que celui de la démolition contrôlée, hein. Il n'est pas prouvé, on est d'accord, mais il y a quand même tout un faisceau d'indices qui est bien là, hein. Donc des avions, des chocs dévastateurs, une explosion sur une vaste surface, une propagation des incendies, un travail de sape, donc des incendies qui durent et les tours se sont effondrées au bout d'un laps de temps, 1 heure en gros. Voilà. Donc ce scénario, au final, il tient quand même, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il tient quand même bien plus la route que la démolition contrôlée, qui elle demande des prouesses techniques et puis de camouflage, qui impose que tout soit déroulé parfaitement, et pour lesquels ça laisse aucune trace, quoi. Voilà. Donc clairement, au final, ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui soutiennent la thèse de la destruction contrôlée, en fait, ils privilégient juste un truc complètement improbable et irréaliste par rapport à un scénario qui, lui, est quand même incomparablement beaucoup plus probable et qu'on comprend. Voilà.
Et donc parmi ces gens-là, on retrouve David Chandler, et donc ici, il démontre rien du tout, il fait que donner son opinion, et ça en fait, par rapport aux images qu'il voit, il commente, et ça n'a pas plus de force probante que s'il regarde le ciel, qu'il voit des nuages en forme de lapin, et qu'il en déduit qu'il détient la preuve de l'attaque des lapins géants de l'espace. Voilà. Vous pouvez peut-être imaginer une cause naturelle, mais pas moi. Alors voilà, dans la séquence qui va suivre, je vous ai mis quelques exemples de démolitions contrôlées qui sont prises d'une vidéo qui s'appelle, enfin c'est une compilation de 30 démolitions contrôlées. Donc prêtez bien l'oreille, on entend distinctement le bruit des détonations, qui sont liées vraiment à des explosions d'explosifs cette fois-ci. J'ai choisi des cas où on voit plutôt bien les explosions, alors c'est pas tout le temps le cas, parfois on ne voit pas les flammes, alors tout simplement il faut bien comprendre que la démolition contrôlée ça consiste à faire exploser le rez-de-chaussée du bâtiment, et que souvent, donc vous verrez dans cette vidéo de compilation, bien souvent le rez-de-chaussée, on ne le voit pas, c'est caché soit par des arbres, soit par un mur. Donc c'est une des explications pour laquelle on ne voit pas forcément des flammes à tous les coups. Bon là, dans ce qui nous est raconté par le père Chandler, il nous dit qu'il y a des détonations partout, donc on s'attendrait plutôt à en voir. D'ailleurs on voit une tour dans les images que je vais vous montrer juste après, dans lequel très très clairement, là il n'y a pas de doute, on voit bien les explosions, donc plus il y a de charge, plus en fait on a de chances, je dirais, de voir des explosions. Unbelievable. Whoa. On the top of that 12-story building, there's stuff. Alors, les témoignages de scientifiques et d'architectes, alors déjà stop. Pour témoigner, il faut être témoin, donc là c'est pas le cas. Donc oui, des scientifiques qui contestent la validité des thèses officielles, ça existe, mais c'est pas du témoignage. Ils fournissent leur expertise, ils expriment leur opinion, mais voilà. Alors j'ai déjà parlé du collectif Reopen 9/11, donc qui échoue gentiment depuis 10 ans à expliquer, à obtenir la réouverture de l'enquête. Mais là je pense que le gars de la vidéo fait en fait allusion à un autre collectif qui s'appelle A911, donc AE 911 en français, dont les lettres A et E signifient justement architecte et ingénieur. Alors c'est un collectif qui revendique 2500 membres, sauf que quand on regarde dans le détail justement quels sont les membres qui la composent, on trouve des gens qui sont architectes, oui, mais d'intérieur. Donc autrement dit, ça veut dire décorateurs. Donc ça veut dire aussi aucune compétence en calcul de structure, et donc probablement aucune compétence pour analyser l'effondrement du tour. Donc voilà pour le sérieux. Donc je vous donne un lien wiki qui relate ça. Comme ça vous verrez que c'est pas moi qui l'invente. Le second problème concernant AE 911, puisque c'est un collectif de professionnels, on peut se poser la question de sa représentativité justement au niveau de la profession. Est-ce que ce qu'il dit est suivi et écouté par la profession, ou au contraire, est-ce qu'il passe pour un gros charlatan? Donc là on a un élément de réponse, c'est l'année dernière, en mai 2015, lors de la convention de l'AIA, l'association des architectes américains, justement, ce collectif a soumis au vote une résolution pour demander la réouverture de l'enquête sur l'effondrement de la tour 7 du World Trade Center. Voilà, donc ça c'est factuel et vérifiable, et donc le résultat du vote est le suivant, 160 voix pour et 3892 voix contre. Donc ça veut dire que la résolution a été rejetée à plus de 96%. Donc voilà. Donc le désaveu est cinglant, et donc on voit que, à travers cet exemple, que non, ils sont hyper minoritaires, ultra minoritaires, et pas du tout suivis par la profession en général. Donc du coup, est-ce que ces témoignages scientifiques, architectes, c'est du baratin? Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est du baratin, mais en tout cas, ils n'ont rien prouvé, et ils sont loin de faire l'unanimité, et ils sont loin d'être majoritaires. Donc déjà, ça affaiblit ce que nous dit le gars dans la vidéo. Donc si on regarde maintenant la deuxième partie,
pompiers, victimes, blablabla, sont faux. Donc là, il ne s'agit pas de dire qu'effectivement les pompiers, les civils, victimes qui étaient sur le site lors de l'effondrement des tours, sont tous des menteurs. Il y a effectivement des témoignages, alors ce coup-ci c'est bien du témoignage, de gens donc, qui disent avoir entendu des détonations dans les sous-sols du World Trade Center, par exemple. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des explications qui sont apportées, qui portent essentiellement sur la façon dont le bruit des explosions s'est propagé à l'intérieur des tours, donc sur l'acoustique des tours, et qui ont pu donner, en passant par les puits des ascenseurs notamment, bien que les explosions soient produites très haut dans les étages, donc le son a pu être conduit jusque dans les sous-sols et donner cette illusion que les explosions étaient dans les sous-sols. Alors, on voit également, c'est une explication, est-ce que c'est vrai ou pas, moi j'en sais rien. Par contre, ce qu'on voit sur les vidéos, c'est que l'effondrement part bien des étages qui ont été frappés par les avions, et il n'y a pas d'effondrement qui part depuis la base des tours. Donc ça invalide plutôt cette idée que les tours auraient été dynamitées par en bas. Donc du coup, les témoignages scientifiques, pour revenir à ces gens-là, est-ce que c'est du baratin? Alors, il y a une ironie là-dedans dans cette phrase, parce qu'ils voudraient nous faire croire, le gars de la vidéo, que il faut croire, ils sont crédibles ces gens-là, parce que ce sont des scientifiques, ce sont des architectes, donc des professionnels. Sous-entendu, ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors déjà, donc, on voit que ils sont hyper minoritaires, ils sont pas du tout suivis par la profession, et puis surtout, du coup, on peut lui retourner le compliment, parce que lui, il balaye bien d'un revers de main les explications, enfin les travaux de la version officielle, quoi. Et pourtant, c'est d'un autre calibre. Donc justement, les travaux, les rapports officiels, il y en a essentiellement 3. Donc il y en a un diligenté par la FEMA, donc, qui est l'Agence fédérale des situations d'urgence. Un deuxième qui est venu par-dessus, qui lui était diligenté par le NIST, donc, qui est l'Institut national des normes et technologies. Ces deux organismes, ils n'ont pas travaillé tout seuls, ils se sont appuyés sur des organisations professionnelles dans le BTP, donc bâtiments et travaux publics. Et ces organisations étaient spécialisées par domaine. Donc vous avez l'AISC pour l'acier, l'ACI pour le béton, et la SCE pour le génie civil. Alors en plus, ils ont consulté les fédérations de pompiers et secouristes, comme la NFPA et la SFPE, et ils se sont entourés d'avis de spécialistes, et plutôt éminents, et reconnus, et notamment de spécialistes provenant du MIT. Ça fait un peu Dream Team, donc c'est plutôt les organismes compétents, et puis on sent bien la volonté de s'entourer des meilleurs spécialistes possibles. Alors, en plus de ces 2 rapports d'enquête-là, il y a également eu une commission parlementaire qui s'est constituée, qui était chapeautée par 10 élus, 5 républicains, donc du parti de George W. Bush alors au pouvoir, et 5 démocrates, donc de l'opposition à Bush. Donc ces 10 personnes-là ont dirigé une équipe de 75 personnes, qui elle-même a consulté 1200 experts, à nouveau. Voilà, donc en termes de crédibilité, c'est peut-être d'un autre niveau que les collectifs qu'on peut voir, qui ne sont pas du tout suivis, en tout cas celui que j'ai évoqué, parce qu'il n'y a pas de résultats probants, ils ne sont pas suivis par le reste de la profession concernant AI 9/11. Reopen, ils n'arrivent pas du tout à faire rouvrir l'enquête. Voilà, donc ça permet quand même de relativiser leurs compétences et surtout leur crédibilité. Voilà. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les rapports officiels sont inattaquables et sont parfaits, ils ont été même sévèrement critiqués. Justement, concernant précisément l'explication de l'effondrement des tours, les rapports officiels ne fournissent pas de preuves. Ça laisse d'ailleurs un boulevard grand ouvert dans lequel s'engouffrent les théories du complot. Alors, les théories du complot ne fournissent pas de preuves non plus. Simplement, comme je l'ai déjà évoqué un petit peu avant, lorsqu'on compare le scénario de la démolition contrôlée et ce que ça suppose par rapport à l'explication qui est donnée dans les rapports officiels, il y en a une qui paraît quand même beaucoup plus crédible que l'autre. Alors, vouloir dédier cette vidéo aux victimes, c'est bien facile, mais dans le cas présent, c'est aussi vraiment du foutage de gueule, quoi. Parce qu'on a vu que les accusations sont infondées, que l'argumentation est fabriquée, donc c'est vraiment pas possible de vouloir utiliser la mémoire des victimes pour tenter de légitimer n'importe quoi. Respecter la mémoire des victimes, ça commence déjà par éviter de raconter n'importe quoi en leur nom. Donc là, c'est juste une grosse récupération, franchement c'est indigne, et donc carton rouge quoi, de chemin. Donc écoutez, j'espère que ces quelques éléments vous auront montré comment on fait pour démonter
une vidéo de théorie du complot. Bon, il ne s'agit pas de dire que tous les complots sont faux, attention, mais ceux-là, par exemple, dans cet exemple-là, c'est complètement ridicule. Au-delà de cet exemple, de cette vidéo, donc la théorie de la démolition contrôlée, à ce jour, elle n'est pas prouvée, et il y a des failles tellement énormes qu'à mon avis, c'est pas demain la veille que quelqu'un viendra nous produire les preuves. Moi, si un jour on a des preuves irréfutables, aucun problème, hein. Moi, je ne suis pas dogmatique. Par contre, il faut me le montrer. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui braillent, théorie du complot, c'est la faute des Américains, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de Bush, blablabla, mais il y a zéro preuve. Et là, on se retrouve sur des raisonnements complètement fallacieux, complètement bidons, complètement ridicules, en fait. Donc voilà, donc arrêtez de vous faire prendre pour des abrutis. Voilà, vous avez les armes, vous avez les moyens, grâce à Internet, c'est puissant, vous avez les moyens d'aller vous informer et de faire des vérifications. Bon, moi, ça m'a pris un petit peu de temps, parce que dans cette vidéo, il y a tellement de trucs ridicules, voilà, pour aller les démonter, mais vous verrez dans les prochaines vidéos, c'est beaucoup plus rapide. Avec juste quelques vérifications, vous pouvez facilement voir si on se moque de vous carrément, si on raconte des cracks, ou si ça tient à peu près la route, et auquel cas, on peut prendre la peine de s'y arrêter et de réfléchir un petit peu dessus. Donc voilà, donc je pense que bon, c'est officiel, hein, cette vidéo ridicule est officiellement débunkée, c'est n'importe quoi. Donc merci si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, merci quand même d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez laisser des commentaires, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs, j'essaierai d'y répondre, c'est toujours intéressant. Bon, épargnez-moi les insultes si vraiment vous aimez pas, parce que ça n'apporte rien. Moi je m'adresse à des gens, j'espère, intelligents, donc qu'ils aient au moins l'intelligence, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, de pouvoir l'exprimer de manière un peu moins stupide que juste balancer une insulte. Ça, je ne vais pas forcément perdre mon temps à répondre à un type qui, en m'insultant, montre qu'il n'est même pas capable d'exprimer son point de vue. Voilà, donc si vous avez aimé, écoutez, je travaille déjà sur la prochaine vidéo. Je ne vous dis pas encore le thème, parce qu'il y en a plusieurs en chantier d'ailleurs. Ce sera un peu la surprise pour les followers. Voilà, salut, à bientôt, bye bye.